l'endométriose, c'est de l'endomètre, de la peau qui est à l'intérieur de l'utérus et qui saigne chaque fois que vous avez des règles. Eh bien, des morceaux de cette peau, pour une raison qu'on ignore, se retrouvent à l'intérieur du ventre. Donc c'est de la muqueuse qui n'est pas à sa place. Qui n'est pas à sa place et qui saigne en même temps que les règles. Et quand ça saigne dans le ventre, ça donne des hématomes, ça donne des douleurs à l'intérieur du ventre. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM tous les matins, 1 heure pour parler de votre santé. Mon invité s'appelle Peter Van Theobald. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien, vous êtes président du REPER, le réseau périnatal de la Réunion. Absolument. Voilà, et vous êtes là ce matin pour nous parler de votre livre qui s'appelle L'endométriose, comprendre la maladie, soigner la douleur et traiter l'infertilité aux éditions Erol. On verra justement sur l'infertilité, parce que c'est peut-être une idée reçue qui circule sur l'endométriose, que finalement il y a un lien entre l'infertilité et l'endométriose. Il est certes vrai qu'il y a un lien, puisque l'endométriose est la deuxième cause au monde d'infertilité, juste derrière les maladies sexuellement transmissibles. Donc effectivement, il y a un lien très fort entre endométriose et infertilité. Mais ce n'est pas une cause à tous les coups d'infertilité. On peut avoir une endométriose sans être infertile, tout à fait. On peut aussi développer une endométriose après avoir eu plusieurs enfants, sans problème. Vous avez écrit ce livre pour essayer d'expliquer par des mots simples et des schémas compréhensibles. Alors, il y a pas mal de schémas dans votre livre. C'est des schémas que vous faites d'ailleurs, vous, régulièrement. Et aussi avec des histoires de patientes. Pourquoi est-ce que vous avez choisi des histoires de patientes pour illustrer ce qu'est l'endométriose ? Alors, je trouve que c'est très important pour les femmes endométriosiques de voir qu'elles ne sont pas seules, que ce qu'elles ont ressenti, d'autres l'ont vécu. Et j'ai donc choisi des cas cliniques, des histoires de patientes très, très typiques, pour que un maximum de gens puissent s'y retrouver et dire « moi aussi j'ai eu ça », et que ça leur donne envie ensuite de rechercher qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on m'a donné ce traitement, qu'est-ce que ça peut me donner, et etc. Quelles sont mes possibilités d'avoir des enfants, etc. Donc c'est vraiment pour essayer de rentrer le lecteur dans le livre et lui donner envie d'aller chercher les détails qui sont expliqués ensuite avec des schémas, qui sont d'ailleurs les schémas que je fais à mes patientes sur un bout de papier. C'est pas les schémas que vous avez fait pour le livre, ce sont vraiment des schémas que vous faites à vos patientes, c'est ça ? Exactement. Et à mes étudiants. Dans les années 70, lorsque vous êtes étudiant à la faculté de Paris 12, personne ne parle encore d'endométriose. Non, personne. On disait quoi, la maladie ? Et pourtant, la maladie existait depuis longtemps. Ah ouais, elle a été découverte au XVIIIe siècle, si je me souviens bien. Mais comme on n'avait aucun moyen de diagnostic pour regarder dans le ventre, il fallait ouvrir, faire une grande incision. Il n'y avait pas la chirurgie par les petits trous, la celluliochirurgie. Qui est votre spécialité à vous ? Qui est ma spécialité de départ. Il n'y avait pas l'échographie, il n'y avait pas l'IRM, il n'y avait pas le scanner, tout ça n'existait pas. Donc, comment diagnostiquer une maladie ? Donc, pour nous, c'était quelque chose de très rare et on ne le rattachait pas forcément à toutes les femmes qui avaient des règles douloureuses. Et vous racontez dans votre livre la première fois où vous tombez sur une endométriose sévère en célioscopie. Quel souvenir en gardez-vous et pourquoi ça a fait de vous aujourd'hui un des spécialistes pionniers de la maladie ? J'ai été impressionné par cette maladie quand j'ai développé la célioscopie. Pour la première fois, on faisait très facilement un petit trou dans le ventre et on regardait à l'intérieur. Et donc, on avait une approche facile et on découvrait très souvent ces maladies très étendues à l'intérieur du ventre où on reconnaissait même plus le contour des organes et qui engendraient beaucoup de souffrance. Et j'ai pris la pleine mesure de la souffrance que pouvaient engendrer ces lésions. J'étais très impressionné. Mais là, vous saviez ce que c'était, ces lésions, à ce moment où vous les découvrez ? Vous savez, quand on fait une chirurgie, quand on regarde dans le ventre, on prend un petit bout, on le fait analyser. Donc, effectivement, très vite, on sait ce que c'est. Et ensuite, une fois qu'on a reconnu ces lésions, on voit chez les autres que c'est la même chose. Oui. Et c'est ce jour-là que vous décidez de vous investir à fond dans la connaissance et la prise en charge de cette maladie. J'étais investi à fond dans la chirurgie mini-invasive, comme on l'appelle, cette chirurgie par les petits trous, et par le traitement des pathologies. Alors, j'avais 2 grands axes qui étaient l'endométriose et les descentes d'organes. Alors, aujourd'hui, vous dites que finalement, l'endométriose, ça commence par être pris au sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est une maladie qu'on ignorait complètement et puis on était quand même dans un contexte où la condition féminine n'était pas très promue. C'est-à-dire que
on était un peu misogyne, et quand une femme se plaignait, c'est parce qu'elle est mal lunée, c'est parce qu'elle a ses règles. Vous voyez, ce genre de propos, on les entendait beaucoup. Et c'est vrai qu'une jeune fille qui ne pouvait pas aller à l'école parce qu'elle avait des règles trop douloureuses, même sa mère disait « Arrête de faire ta comédie, c'est parce que tu veux pas aller à l'école, t'as rien du tout, moi aussi j'ai les règles ». Enfin, il y avait une méconnaissance de cette pathologie, de cette douleur, de cette souffrance. Et grâce aux associations et au travail qui a été fait depuis 10 ans, même un peu plus, je dirais 15 ans, on a réussi à faire parler de cette maladie. On a réussi à faire le buzz, et grâce à des médias comme Beurre FM, mais comme pas mal d'autres médias qui ont répercuté ces débats, cette information sur l'endométriose, et qui a dit aux femmes, ce n'est pas normal, ce n'est pas psychologique si vous avez des règles trop douloureuses pour aller travailler, c'est qu'il y a un problème, un vrai problème, et qui est probablement de l'endométriose. Et c'est grâce à cette collaboration sociétale qu'on a réussi à sortir la maladie de l'ombre. Mais les femmes étaient vraiment pas prises au sérieux, hein. C'est ça qu'il faut expliquer. Pas du tout, non. Une femme, elles avaient déjà le droit de voter depuis pas longtemps. Il y a encore des pays où elles n'ont pas le droit de conduire, donc pensez bien que les douleurs de règles, ça n'intéressait pas le mâle dominant. Quand j'ai dû faire ma première émission sur l'endométriose, j'ai eu du mal à trouver quelqu'un pour en parler, je peux vous dire. Je veux bien vous croire. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de spécialistes, et comme je vous le disais, ça devient un sujet dont on parle beaucoup. On est passé de pas du tout d'informations à énormément d'informations. Oui. Alors, je dirais que c'est positif parce que ça fait parler de la maladie. Et maintenant, là, on discutait tout à l'heure avec une jeune femme. Effectivement, on s'étonne qu'il faille 1 an et demi pour faire le diagnostic d'endométriose quand quelqu'un se plaint. Mais avant, c'était 7 à 10 ans le délai moyen entre les premières douleurs et le diagnostic. Donc, c'est très positif que tout le monde en parle, qu'il y ait plein de livres, de revues, d'articles dans les revues féminines, etc., qui paraissent sur le sujet. Je suis très content que ça se passe comme ça. Alors après, vous dites trop d'informations, c'est le problème un peu des réseaux sociaux, etc. Il y a à apprendre à laisser. Chaque aromathérapeute, musicothérapeute va dire « essayez mon truc dans l'endométriose ». Pourquoi pas? Je pense qu'il faut l'essayer. Maintenant, c'est vrai que chaque femme est différente, il n'y a pas 2 femmes pareilles, et chaque femme doit tout essayer pour trouver ce qui lui convient et ce qui marche chez elle, en sachant que toutes ces thérapies adjuvantes que j'aborde d'ailleurs dans le livre... Vous n'êtes pas contre, vous, hein, je suis tout à fait pour, voilà, à condition de ne pas laisser tomber le traitement de base qui a son utilité pour stopper l'évolution de la maladie. Qu'est-ce qu'on peut dire, si on devait définir ce qu'est l'endométriose, pour que les gens comprennent bien ce que c'est? Alors, l'endométriose, c'est tout simplement de l'endomètre. L'endomètre, c'est de la peau qui est à l'intérieur de l'utérus et qui saigne chaque fois que vous avez des règles. Eh bien, des morceaux de cette peau, pour une raison qu'on ignore, et un médecin, a fortiori un professeur comme moi, a horreur de dire qu'il ne sait pas. Je pourrais vous balancer des trucs très compliqués pour vous faire croire que je sais, mais personne ne sait pourquoi. Des morceaux de cette muqueuse se retrouvent à l'intérieur du ventre, sur les intestins, sur la vessie, sur les ovaires, sur les trompes, sur l'utérus. D'accord, donc c'est de la muqueuse qui n'est pas à sa place. Qui n'est pas à sa place, et qui saigne en même temps que les règles. Et quand ça saigne dans le ventre, ça donne des hématomes, ça donne des douleurs à l'intérieur du ventre. Alors attendez, parce que je vois qu'au standard, on prendra les appels tout à l'heure, hein, si vous avez des questions. Quelles sont les localisations les plus fréquentes de l'endométriose? Les localisations les plus fréquentes, c'est dans les ovaires. Dans les ovaires, ça fait des gros kystes qui contiennent du sang de règle qui ne peut pas s'écouler, qui met l'ovaire sous tension et qui peut finir par détruire les ovaires. Encore une cause d'infertilité. Sur le péritoine, la peau qui tapisse l'intérieur du ventre, et à ce moment-là, ça donne des poches de sang dans le ventre qui sont très douloureuses. Sur l'intestin, notamment le rectum, la dernière partie de l'intestin, et sur la vessie. C'est les localisations les plus fréquentes. Et à ce qu'on appelle l'endométriose profonde. C'est l'endométriose profonde, oui. L'endométriose superficielle, c'est celle qui est sur la peau de l'intérieur du ventre, c'est-à-dire le péritoine, et qui donne des collections de sang à l'intérieur du ventre qui sont douloureuses. Et quand c'est sur le rectum ou la vessie, c'est de l'endométriose profonde. Il y a différents stades également, donc là aussi. Il y a 4 stades, entre le très léger qui est le stade 1 et 4 où tout est envahi, on ne reconnaît plus rien.
Ça, comment on le sait finalement? Comment la personne qui en souffre sait à quel stade elle se situe? Alors, déjà, il y a l'examen. À la palpation et toucher vaginal, on peut percevoir des nodules, des kystes au niveau des ovaires. Ensuite, l'échographie et l'IRM sont des examens complémentaires qui ne sont pas à 100%. On s'imagine toujours, j'ai une IRM qui dit que je n'ai pas d'endométriose, donc c'est sûr, j'en ai pas. 20% d'erreur. L'IRM dit que j'ai une endométriose, 20% d'erreur dans les meilleures mains. Donc, c'est pas à 100%. Le seul examen qui permet d'être sûr à 100% que c'est de l'endométriose, c'est la cœlioscopie. C'est de regarder directement dans le ventre. Et là, on sait à 100%. Et si on a une lésion douteuse, on la biopsie, on analyse et on sait exactement ce que c'est. Ça, c'est votre spécialité. C'est mon domaine. Et à noter que toutes les endométrioses ne sont pas toutes symptomatiques et douloureuses d'ailleurs, hein. Oui, c'est très étonnant. Parfois, on a des femmes avec des endométrioses massives qui n'ont aucune douleur. Et on s'en rend compte parce qu'elles n'arrivent pas à mettre une grossesse en route. Et d'autres qui ont des douleurs énormes et qui ont 3 petites taches qui, lorsqu'on les détruit par cellio, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. Il n'y a pas un parallélisme entre l'importance des lésions et l'importance des douleurs. Ça peut être dissocié. Et quand vous dites quand on les détruit avec la cellio, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous pratiquez comme geste à ce moment-là? Soit on les excise, soit avec le laser, on les brûle. Donc ça se fait directement finalement. Ça se fait, oui. Ça se fait assez facilement. On parle de l'endométriose ce matin avec mon invité, le professeur Peter von Theobald. Vous êtes un des spécialistes depuis plus de 30 ans de l'endométriose. Vous êtes gynécologue, obstétricien et président du Repère, le réseau périnatal de La Réunion. Et vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle L'endométriose, comprendre la maladie, soigner la douleur et traiter l'infertilité, aux éditions Erol. Alors vous avez dit que les scientifiques n'aiment pas ne pas savoir, mais qu'est-ce qu'on ne sait pas de la maladie qui permettrait une meilleure prise en charge de cette maladie? On ne connaît pas la cause de la maladie. On sait pas. On sait qu'il y a une influence génétique, c'est-à-dire normalement il y a 10% des femmes qui ont de l'endométriose dans la population générale. Si vous avez une mère qui a de l'endométriose, sa fille a 30% de risque, donc un risque multiplié par 3 de faire de l'endométriose, mais ça fait pas tout. Ensuite, on sait aussi que les modificateurs endocriniens, les polluants, les plastiques, les colorants, etc., ont une action comme les hormones féminines, les oestrogènes, et accélère le développement de l'endométriose. Il y a un impact là-dessus, ça on le sait, mais on ne connaît pas la cause primitive, la véritable cause de l'endométriose. Si on la connaissait, on aurait un traitement de la cause. Or, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est pas tellement un traitement de la cause, c'est un traitement des conséquences. C'est-à-dire, pour arrêter l'endométriose, on supprime les règles, puisqu'on sait que c'est les règles qui entraînent les douleurs. Mais on ne supprime pas la cause de l'endométriose. On ne la connaît pas. Et pourquoi c'est si compliqué que ça de comprendre la cause de cette maladie? Parce qu'il y a des maladies qui sont compliquées. On fait des progrès scientifiques. On va trouver, on avance, mais pour l'instant, ça fait intervenir beaucoup de facteurs, l'inflammation, l'immunologie, la génétique, l'épigénétique, c'est-à-dire les protéines qui sont autour des chromosomes. Et on n'a pas encore fait le tour. Nos connaissances sont de moins en moins limitées, mais plus on travaille, plus on voit ce qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est très, très embêtant. Les gens ne comprennent pas que le docteur, il ne sache pas. Oui, quand on voit la vitesse à laquelle on fait des vaccins pour lutter contre un coronavirus, aujourd'hui, on se dit, tiens, disons, ils rament sur les vaccins qui sont d'une efficacité limitée, remarquez. Ah, tiens, on va changer de sujet. Est-ce qu'il y a un âge pour l'apparition des symptômes où il n'y a pas d'âge et finalement on peut présenter une endométriose à n'importe quel âge? Alors, dans une certaine mesure, il y a un âge, puisque avant la puberté, il n'y a pas de règles et donc il n'y a pas d'endométriose. Et après la ménopause, il faut bien que la ménopause ait des avantages, il n'y a plus d'endométriose non plus. Donc, c'est entre 12 et 50 ans qu'on peut développer. Il n'y a plus d'endométriose après la ménopause? Non, puisqu'il n'y a plus de sécrétion hormonale et donc il n'y a plus d'endométriose. Et qu'est-ce qu'elles deviennent, donc, les lésions d'endomètre à ce moment-là? Elles disparaissent. Elles sont résorbées. Tout ce qui peut rester, c'est lorsqu'il y a eu des chirurgies et des choses comme ça. Il peut rester des cicatrices à l'intérieur. Et comme vous le savez, des cicatrices, ça peut quand même donner des douleurs. Mais il n'y a plus de poussée d'endométriose puisqu'il n'y a plus de règles. C'est vraiment lié au cycle hormonal. Tant qu'il y a un cycle hormonal, on peut avoir des poussées d'endométriose. Quand il n'y en a plus, l'endométriose diminue et disparaît. D'accord. C'est pour ça que certains traitements consistent à créer des ménopauses artificielles.
J'allais le dire, effectivement, pas seulement des ménopauses artificielles, puisque ménopause artificielle, ça veut dire qu'on arrête complètement la machine hormonale, mais simplement des pilules en continu. Si vous n'arrêtez pas une plaquette de pilules une semaine par mois pour avoir des règles, il n'y a pas de règles, chez la plupart des femmes, pas toutes. Encore une fois, chaque femme est différente. La gynécologie, c'est toujours du sur-mesure. C'est jamais du prêt-à-porter. Mais pour une femme qui souffre d'endométriose, est-ce que la douleur apparaît, on va dire, systématiquement aux premières règles? Non, pas du tout. J'ai beaucoup de patientes qui développent une endométriose à 35 ans, à 40 ans, voilà, alors qu'elles n'ont jamais eu de problème avant, et d'autres qui commencent dès les premières règles à 10 ans, 11 ans, 12 ans. C'est très variable. Là encore, il y a une grande diversité parmi les femmes. Alors, tout ce qui est douleur n'est pas forcément endométriose. Quels sont les symptômes qui peuvent faire suspecter justement que c'est une endométriose? Alors ça, c'est très intéressant parce que depuis qu'il y a un buzz autour de l'endométriose, on a énormément de consultations de gens qui ont des douleurs, pas forcément même au ventre. J'ai vu des gens qui avaient des douleurs ailleurs et qui demandaient si ce n'était pas une endométriose. Mais effectivement, l'endométriose, à la base, c'est des règles très douloureuses, pas forcément abondantes et hémorragiques, mais des règles très douloureuses, des douleurs lors des rapports, des douleurs lors de la défécation, lorsqu'on va à la selle ou lorsqu'on fait pipi, et éventuellement une infertilité. C'est globalement les 5 signes les plus fréquents de l'endométriose. Alors avec ces signes, il y a d'autres maladies qui peuvent donner ces signes-là aussi. Mais qui ne sont pas de l'endométriose. Alors avec quoi ça peut être confondu, on va dire? Alors ça peut être confondu avec une infection de l'utérus, par exemple, et des trompes. Ça peut être confondu avec un utérus qui est trop penché en arrière, trop rétroversé, et qui a du mal à évacuer le sang des règles, etc. Il y a une maladie cousine de l'endométriose qui s'appelle l'adénomiose, où les lésions ne sont pas dans le ventre, mais dans la paroi de l'utérus. Et qui est souvent confondue, d'ailleurs. Qui est souvent confondue, mais qui peut coexister. On peut avoir les deux. Il y a des gens qui n'ont vraiment pas de chance. Et donc, qui, elles, donnent par contre des règles hémorragiques. Donc, il y a pas mal de maladies autour. Et quand quelqu'un consulte pour des douleurs de ce type-là, il faut bien caractériser les douleurs et faire un bilan pour essayer de savoir si oui ou non c'est une endométriose. Et ce bilan va parfois, assez souvent même, jusqu'à la cystoscopie. Mais qu'est-ce qui va amener finalement la femme à consulter? C'est les douleurs. L'endométriose, c'est une maladie de la qualité de vie. On meurt quasiment jamais de l'endométriose, c'est possible, mais c'est rare. Par contre, on ne vit plus. On vit très mal. Une semaine par mois, on est enfermé et les douleurs peuvent durer plus l'endométriose s'étend, plus les douleurs peuvent durer le long du cycle. Et on finit par se désocialiser, on ne travaille plus, on perd son boulot, on perd son copain, on perd l'image de soi. Et c'est ça qui amène les femmes à consulter. Ça devient insupportable. Et c'est justement expliquer aux autres la douleur qui est compliquée. Parce que elle est incomprise, cette douleur, d'une certaine façon. Ah oui, tout à fait. Ces femmes-là ont du mal à se faire prendre au sérieux, ne serait-ce que par leur famille, par leur médecin traitant, voire par des gynécologues qui vont nier le problème en disant « vous n'êtes pas si mal que ça, arrêtez de faire votre chochotte, vous êtes une femme, c'est normal ». Vous savez, on enfantera dans la douleur, on aura des règles dans la douleur, c'est des trucs qui... Bon, on est en 2022, Doc. Oui, mais on reste un mammifère civilisé. Ce que vous expliquez clairement, c'est que vous, très tôt, vous avez été sensible à cette parole et vous avez eu une oreille bienveillante. Mais ça reste quand même pas le cas, on va dire, de l'ensemble du personnel médical aujourd'hui. Pourquoi quelqu'un qui vient voir un professionnel de santé qui dit « j'ai mal » n'est pas pris au sérieux? C'est tout là, on élargit le spectre au traitement de la douleur en général. Effectivement, on n'est pas très bon dans la prise en charge de la douleur en général, qu'elle soit endométriosique, mais qu'elle soit ailleurs, les migraines, les douleurs articulaires, les sciatiques, etc. On n'est pas très très bon. On a des progrès à faire, et surtout dans la prise au sérieux de ces douleurs, dans le vécu du patient, parce que on a tous un vécu différent des choses, et pour certains, une petite douleur peut avoir une grande répercussion, et pour d'autres, ils peuvent supporter des douleurs. J'ai vu des femmes qui avaient des trucs épouvantables et qui se plaignaient très peu.
peut finalement. Donc chacun est C'est différent. très personnel, Il faut personnaliser la médecine. Et c'est le grand enjeu de la médecine actuelle, c'est de personnaliser la médecine. On le voit bien dans le plan cancer, il faut faire un projet de prise en charge du cancer qui est individualisé. Et bien c'est pareil, la douleur, il faudrait qu'on ait un projet de prise en charge de la douleur individualisé sur le vécu du patient. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les campagnes qu'il y a eu d'information sur l'endométriose, déjà, les professionnels de santé sont mieux formés pour la diagnostiquer? Et on parlait tout à l'heure, mais c'était très nombreux, le nombre de femmes, ne serait-ce qu'autour de nous, qui étaient touchées par l'endométriose. Alors, est-ce qu'il y a plus de femmes parce qu'on en parle plus, ou alors toutes ces femmes, elles étaient sous les radars? Alors, il y en a beaucoup qui étaient sous les radars quand même. Alors, je ne nie pas qu'avec la pollution, les plastiques, etc., on est plus d'endométriose qu'avant, mais c'est difficile à chiffrer parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens diagnostiques. On n'arrivait pas à diagnostiquer la maladie chez toutes les femmes qui en avaient. Mais c'est vrai que beaucoup étaient sous le radar et maintenant on en parle, la parole se libère. Elles n'ont plus honte de dire... Vous savez, il y a 20 ans, on ne parlait pas des règles des femmes. On disait les ragnagnas, les Anglaises qui débarquent. Enfin, on trouvait des périphrases, mais on ne disait pas... Maintenant, les gens parlent de leurs règles. Et les pubs à la télévision, le sang était bleu. Oui, c'est ça. Donc, maintenant, on en parle. C'est le débat, la parole est libérée, les règles. Les femmes n'ont plus honte d'avoir des règles. Vous savez que dans beaucoup de religions, les femmes sont impures lorsqu'elles saignent. Elles n'ont pas le droit d'aller dans les lieux de culte, etc. C'est quelque chose qui change quand même. La mentalité évolue et on arrive vers des choses qui sont dites. Et quand on dit les choses, eh bien, on peut traiter les choses, on peut diagnostiquer, on peut échanger. Je pense que c'est très important de libérer la parole. D'accord, mais maintenant, dans le personnel médical, tout le monde sait que ça existe, en tout cas. Oui, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Oui, il n'y a plus d'excuses. Donc, on peut s'orienter vers un diagnostic. Absolument. Qu'est-ce qui permet justement d'orienter les professionnels de santé sur un diagnostic et quels sont les examens qui peuvent valider ce diagnostic? Alors, très, très schématiquement et très simplement, lorsqu'on a des règles douloureuses, qu'on est jeune fille, qu'on a des règles douloureuses, on va voir son médecin traitant. Normalement, si le médecin traitant est bien formé, il se forme de plus en plus en formation médicale continue. Il y a beaucoup de formations sur l'endométriose qui a été faite et qui est toujours faite. Eh bien, il va la mettre sous pilule pendant 1 mois ou 2. Si les douleurs cèdent sous pilule, ce n'est pas une endométriose. C'est simplement une anomalie de la maturation de l'axe hormonal. Si les douleurs persistent sous pilule, c'est probablement une endométriose. Et ça mérite une consultation de spécialiste. Le spécialiste, il va faire quoi? Il va faire des examens complémentaires, essentiellement échographie, éventuellement IRM. Et à ce moment-là, il va approcher le diagnostic et il va lui proposer un traitement qui supprime les règles. Voilà. Si aucun traitement n'arrive à supprimer les règles ou si aucun traitement qui supprime les règles n'est supporté par la patiente, on ira plus loin. On fera une célioscopie pour vraiment confirmer à 100% le diagnostic et éventuellement détruire les lésions en même temps, traiter. Et lorsqu'on traite bien l'endométriose, et ça c'est un message très important et d'espoir, la chirurgie est la seule technique médicale qui permet de guérir l'endométriose. Lorsqu'on enlève toutes les lésions visibles d'endométriose, on a 85% de guérison définitive de la maladie. C'est pas si souvent que j'entends quelqu'un qui parle de guérison en termes d'endométriose. Mais on peut guérir de l'endométriose. Si, j'insiste, si les femmes sont bien opérées, elles peuvent guérir. Je ne dis pas que l'opération est sans risque et qu'il faut la faire à tout le monde. Mais lorsqu'on opère bien et qu'on enlève toutes les lésions, on a 85% de guérison. Mon invité ce matin est le professeur Peter Van Theobald. Je rappelle que vous pratiquez à Saint-Denis de la Réunion. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Et vous êtes là pour parler de votre livre qui s'appelle L'endométriose, comprendre la maladie, soigner la douleur et traiter l'infertilité. Vous nous disiez tout à l'heure, avant la pause publicitaire, que la chirurgie est le seul traitement qui puisse guérir l'endométriose dans 85% des cas, disiez-vous tout à l'heure. Alors, en quoi le traitement chirurgical consiste-t-il et quelles sont les femmes qui finalement peuvent bénéficier d'une telle chirurgie? Alors, le traitement chirurgical, c'est un traitement qui consiste à enlever ou à détruire toutes les lésions visibles d'endométriose, qu'elles soient sur la vessie, sur le rectum, sur le péritoine, sur les ovaires, les trompes, partout, voire sur le diaphragme ou ailleurs.
Et ça se fait chirurgicalement et donc ça présente un risque, et, effectivement, puisque quand vous avez un nodule sur l'intestin, si vous enlevez ce nodule, vous faites un trou dans l'intestin, il faut le recoudre, ça peut lâcher, on peut être amené à réopérer, il peut y avoir des complications qui sont décrites dans mon livre, dont par exemple la nécessité de faire une colostomie, donc de mettre l'intestin à la peau, ce qui n'est pas agréable. On estime que dans les endométrioses profondes, lorsqu'on veut enlever toutes les lésions endométriosiques, on a 7% de complications digestives, ce qui n'est pas négligeable. Donc on ne va pas proposer la chirurgie à tout le monde. On va proposer la chirurgie aux patientes où le traitement médical est un échec, c'est-à-dire qu'on leur a arrêté les règles, mais elles ont mal quand même, ou alors où aucun traitement médical n'est supporté. Si elles ne supportent aucune pilule, aucun progestatif, aucune injection, on va leur proposer la chirurgie. Ou lorsque le traitement médical n'est pas possible, par exemple lorsqu'elles veulent un enfant, parce que tous les traitements hormonaux de l'endométriose empêchent d'avoir une grossesse. Donc les femmes qui ont une grosse endométriose et qui souhaitent avoir une grossesse, si la grossesse n'est pas possible d'emblée et qu'elles ont très mal, on va les opérer. En les prévenant du risque. Mais on parlait de traitements hormonaux finalement. Est-ce que justement, puisque ça fait partie des rumeurs qui circulent sur la chirurgie de l'endométriose, est-ce qu'il y a un lien entre cette chirurgie et la fertilité ? Alors oui, les rumeurs sont toujours négatives, bien sûr, et j'ai bon nombre de patientes qui viennent me voir en disant « on m'a dit surtout ne te fais pas opérer parce que tu n'auras jamais plus d'enfants ». Il faut bien penser qu'on n'enlève pas l'utérus quand on opère, on enlève les lésions d'endométriose uniquement. Et donc, les études que nous avons nous-mêmes publiées dans notre équipe montrent qu'on améliore la fertilité en enlevant les lésions d'endométriose. Bien sûr, à condition d'opérer bien, d'être respectueux des structures. Il faut des chirurgiens spécialisés dans l'endométriose. Si on met un chirurgien quelconque qui n'a jamais fait de l'endométriose, il va tout enlever et ça va être une catastrophe, effectivement. À noter, et vous insistez d'ailleurs dans votre livre, c'est que la prise en charge de l'endométriose, elle est pluridisciplinaire. Absolument. Et dans les centres de référence de l'endométriose, qui se sont constitués un peu partout en France maintenant, et je salue cette initiative, eh bien, il y a des chirurgiens digestifs, des urologues, des gastro-entérologues, des radiologues et des gynécologues, bien sûr. Et on discute les cas compliqués ensemble. Souvent, on les opère ensemble quand c'est nécessaire. Et les prises en charge sont concertées. Il y a aussi des spécialistes de l'aide médicale à la procréation, la fécondation in vitro, et on discute, est-ce qu'il faut d'abord faire une fécondation in vitro et opérer après, ou est-ce qu'il vaut mieux opérer d'abord et faire la fécondation in vitro? Ça, au cas par cas, on discute ça en centre pluridisciplinaire. On a évoqué tout à l'heure une des cousines de l'endométriose, qui est l'adénomiose, mais est-ce qu'une femme peut souffrir des deux pathologies? Les femmes sont capables de cumuler tout ça. Et malheureusement, il y a pas mal de femmes qui ont de l'adénomiose et de l'endométriose. Il y a également pas mal de femmes qui ont de l'adénomiose et des fibromes. C'est aussi des pathologies qui se cumulent très souvent. L'adénomiose, c'est généralement après 30 ans. Il y a de rares cas plus jeunes, mais souvent c'est après 30 ans. Et ça s'aggrave dans le temps. Plus on va vers la ménopause, plus l'adénomiose a tendance à s'aggraver, à devenir plus douloureuse et plus hémorragique. Une jeune patiente qui vient vous consulter, est-ce que vous pouvez lui dire comment ces lésions d'endométriose vont évoluer avec le temps? Malheureusement pas, j'aimerais bien, mais c'est très individuel. Il y a des femmes qui vont avoir une petite tache d'endométriose et ça ne va pas bouger sur 20 ans, et d'autres qui vont voir cette même petite tache se développer en l'espace de 3 mois. Et quel est le signal qui fait que ça se développe? Quelle est la raison pour laquelle ça se développe chez l'une et pas chez l'autre? Ça fait partie malheureusement des choses sans réponse où je dois confesser notre ignorance. On parlait de l'impact de cette maladie sur la vie de celles qui en souffrent. Quel est l'impact, par exemple, dans la vie de tous les jours? Si on prend l'impact dans la sexualité, par exemple, d'une femme. Si elles ont une endométriose derrière l'utérus, elles ont des douleurs lors des rapports qui, parfois, et assez souvent même, font qu'elles n'ont plus de rapport du tout.
Donc, soit elles ont un conjoint qui est effectivement très compliant et empathique et qui va l'accompagner dans les démarches et dans la prise en charge de cette pathologie, soit il y en a beaucoup qui prennent leurs jambes à leur cou et qui se tirent. C'est vrai que sur le plan sexuel, c'est quelque chose qui est très handicapant chez beaucoup de femmes. Surtout que même lorsque l'endométriose guérit, elles ont toujours peur d'avoir mal et donc elles vont se contracter, elles vont même a posteriori avoir une sexualité difficile. Il faut les accompagner, il faut le savoir, il faut les prendre au sérieux pour ça et pas leur dire ah bah maintenant ton endométriose est guérie, prends sur toi, etc. Non, il faut vraiment les accompagner. C'est vraiment la qualité de vie qui est en cause. Certains ont dû être étonnés tout à l'heure quand vous parliez de la localisation des lésions, mais par exemple, il y a un impact, expliquez-vous, sur le fonctionnement intestinal. Ah bah, quand vous avez des hématomes dans la paroi de l'intestin tous les mois, c'est sûr que l'intestin, il ne fonctionne pas bien. Elles peuvent avoir des constipations, des alternances constipation-diarrhée. Tout à fait, oui, ça a un gros impact. On parlait de la douleur tout à l'heure, la douleur qui est difficile à expliquer aux autres. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre en charge la douleur dès le départ ? Alors, la douleur, c'est quelque chose qui va stimuler des récepteurs à la douleur au niveau des nerfs. Et plus ces récepteurs sont stimulés, plus ils vont se laisser stimuler. C'est-à-dire que si on veut inhiber la douleur, il faut la traiter dès qu'elle commence. Pour ne pas modifier le seuil de la douleur. Donc, une douleur, il ne faut pas la traiter quand elle est installée, il vaut mieux la traiter quand la douleur commence, et on a une efficacité beaucoup plus grande, et on va avoir besoin de doses de médicaments beaucoup plus faibles que si on attend que la douleur soit vraiment... Il y a beaucoup de patientes qui disent « je prends un comprimé d'anti-inflammatoire que quand j'en peux plus, quand je suis au bout ». Moi, je leur dis « c'est une erreur, il vaut mieux que vous preniez un antalgique moins fort quand la douleur commence, c'est-à-dire dès le premier jour des règles ou même la veille du début des règles, pour prévenir la douleur, plutôt que d'attendre de ne plus en pouvoir. Et là, il vous faudra des doses massives et qui sont d'autant plus délétères. On est de plus en plus résistant, de toute façon, voilà, à la aux médicaments. Oui, mais à la douleur aussi. Il y a des gens, tout le monde n'a pas le même seuil de résistance. Il y a des gens qui... C'est très individuel, tout à fait. Donc, mais pour vous, il faut vraiment, dès qu'il y a une petite douleur, il faut la prendre en charge. Il faut prendre la douleur au sérieux et prévenir l'aggravation de la douleur. Qu'est-ce que vous avez compris sur la prise en charge d'une endométriose en 30 ans ? Qu'est-ce que vous avez envie de conseiller aux femmes ? Le conseil, c'est celui qu'on délivre en permanence avec les associations, c'est de ne pas souffrir en silence. C'est de sortir de cette ombre et quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut en parler. Il faut trouver l'interlocuteur et si le premier interlocuteur n'est pas le bon, il faut en trouver un autre. Mais il ne faut pas culpabiliser parce qu'elles finissent par culpabiliser d'être malades. Et c'est terrible, elles ne vivent plus ces femmes. Donc vraiment sur le parcours, bon, même si aujourd'hui le parcours s'est fluidifié. Oui, ça va mieux. Le Parlement français d'ailleurs a voté à l'unanimité la reconnaissance de l'endométriose comme affection de longue durée d'ailleurs. Oui. Oui, ça c'est un grand pas. On a milité beaucoup pour ça avec les associations. Et je tiens à souligner l'intérêt des associations de femmes endométriosiques parce que ça permet d'éviter d'être isolées. Il y a d'autres femmes qui vivent la même chose que vous. Vous pouvez échanger avec elles. En plus, les associations d'endométriose ont un carnet d'adresses qui est bien garni et vont vous indiquer les endroits où vous serez bien pris en charge, où il y a des bons résultats, où il y a un taux de satisfaction important et vont pouvoir vous guider, vous orienter. C'est très important. Je pense qu'il faut prendre contact avec les associations. Dans votre livre, vous parlez des traitements alternatifs, même si vous dites, vous n'en êtes pas spécialiste. Il y a énormément de choses qu'on retrouve, la sophrologie, l'hypnose pour ceux chez qui ça marche, mais il y a exactement beaucoup de choses. L'ostéopathie, par exemple. Ah oui. Moi, je leur conseille toujours d'avoir recours. En plus, par exemple, à La Réunion, on a des tisanes, on a des tisaniers. Alors, c'est la médecine par les plantes. On fait beaucoup de tisanes. Et il y a quelques-unes de mes patientes qui ont trouvé des tisanes qui les soulageaient bien, en complément Comme quoi, par exemple j'y connais rien du tout. Alors là, moi, comme on dit chez nous, ça m'y connaît pas.
Non. Parce que là, tout le monde va regarder sur Internet, tisane. C'est très important, chacun doit essayer. Alors, c'est pas exhaustif que ce que j'ai mis dans mon livre, il y a sûrement d'autres voies encore, mais il y a beaucoup de livres qui paraissent d'ailleurs sur chaque voie, l'ostéopathie dans l'endométriose, la phytothérapie dans l'endométriose. C'est intéressant, donc j'ai pas voulu développer ça. Moi, j'ai voulu faire quelque chose de synthétique. Ouais, vous, c'est médical. La diététique est fondamentale. Alors là, s'il y a un truc sur lequel j'insiste, c'est la diététique. Parce que l'endométriose, c'est de l'inflammation. Et l'inflammation, elle se nourrit de sucre. Plus vous mangez de sucre, plus vous favorisez l'inflammation. Donc, la première chose à faire lorsque vous avez une endométriose pour diminuer les poussées et l'inflammation, c'est d'arrêter les sodas, d'arrêter la consommation excessive d'hydrates de carbone, de sucre, etc. Ça, c'est très, très important. Le docteur Peter Van Theobald était notre invité ce matin. Je rappelle le titre de votre livre. Ça s'appelle L'endométriose, comprendre la maladie, soigner la douleur et traiter l'infertilité. L'éditeur Cérol, merci de vous être arrêté chez nous ce matin pour en parler. Merci beaucoup à vous pour nous aider à faire connaître cette maladie. Merci. Voilà, merci en tout cas d'avoir été aussi simplex ce matin. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.